François Decoster, bonjour. Bonjour. Mathieu Hubert, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Chambre de commerce française au Japon. Peut-être je vous laisse vous présenter par une phrase chacun. François de Gosser, moi je suis le vice-président de la région de France en charge de l'international. Mathieu Hubert, je suis le secrétaire général d'ACC. ACC, c'est une entreprise qui conçoit et fabrique des batteries pour véhicules électriques dans les Hauts-de-France. Merci. On va commencer peut-être par vous. Vous êtes au Japon, pays qui est cher au cœur des Japonais et notamment de leurs investisseurs, Toyota, etc. Peut-être on peut commencer là-dessus. La présence japonaise économique aujourd'hui dans les Hauts-de-France, c'est quoi en quelques chiffres, en quelques D'abord, mots? c'est une histoire celle de Toyota, le dernier producteur automobile qui a construit finalement une usine en Europe de l'Ouest. Donc ça veut dire beaucoup et c'est une histoire réussie. Aujourd'hui, sur le site dans le Valenciennois, c'est 5000 salariés. Et finalement, c'est un modèle, un exemple qui a permis aussi à beaucoup de Japonais de venir sur cette région, de lui faire confiance. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 emplois qui dépendent d'entreprises japonaises, 70 entreprises pour 84 établissements, et encore des projets qui sont en cours de développement. L'année dernière, c'est trois projets qui ont été développés pour un peu plus de 635 emplois. Donc pour nous, c'est le Japon est le sixième pays étranger en termes d'emploi dans notre région et contribue ainsi à la transformation économique de la région en France. En quelques années, en 10 ans, nous sommes devenus vraie région attractive. On est dans le top 10 des régions attractives, les plus attractives en Europe, sur les 236 régions européennes. C'est un retournement qui s'est produit en quelques années pour plusieurs facteurs. D'abord parce que nous sommes une région qui a su aussi gérer ses transitions économiques. On a beaucoup parlé évidemment de l'industrie automobile qui aujourd'hui nous permet aussi d'être une place forte de la batterie électrique, de l'électromobilité. On y reviendra avec Mathieu dans quelques instants. Et aujourd'hui, nous sommes venus, et ce n'est pas la première fois que nous sommes ici au Japon, pour entretenir cette relation, pour la faire mûrir et pour dire aussi que cette transition, cette transformation, elle se poursuit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et l'implantation de data centers qui vont servir les capacités d'intelligence artificielle. Nous allons faire des annonces dans les toutes prochaines semaines et c'est encore une possibilité pour les entreprises japonaises de continuer à investir chez nous où nous serons toujours aussi engagés. Ce qui a bien marché pour l'implantation de Toyota, c'est aussi une recette qu'aujourd'hui nous promettons aux investisseurs internationaux au travers notamment des contrats d'implantation où nous réunissons avec l'État, la région, le territoire d'implantation, finalement, les autorités qui vont contribuer à trouver des solutions en face de toutes les thématiques, toutes les préoccupations d'un investisseur. Évidemment, les questions de foncier, les questions d'accompagnement financier, de subvention, mais aussi les questions d'éducation, de logement, toutes les questions qui vont se poser dans un contrat d'implantation. Nous sommes la première région française à avoir créé cet outil et c'est ce qui nous permet aussi de garantir le succès d'une implantation et d'un investissement international. Vous m'avez dit une fois que la première usine d'automobile française, en fait, c'est celle de Toyota. Vous savez si c'est vrai en termes de production? Alors aujourd'hui, c'est sans doute vrai et nous avons en tout cas l'année dernière, lors du précédent déplacement que nous avons effectué avec Xavier Bertrand à la fin de l'année 2024, célébré la 5 millionième Yaris. Donc effectivement, la région de France, c'est la première région de l'industrie automobile française, avec à peu près un tiers de la production dans la région, et Toyota y contribue très fortement. Alors Mathieu, vous créez un grand groupe européen de la batterie, si j'ai bien compris, ce qui est un peu contre-intuitif quand on regarde ça d'Asie et qu'on voit les coûts et les traditions de production à faible coût très technologique de ce continent. Comment vous avez fait pour démarrer et puis faire fonctionner cette entreprise dans les Hauts-de-France? Parce qu'en plus, vous êtes sur la transition électrique, donc des choses que Toyota des virages que eux sont en train de prendre et que toute l'industrie est en train de prendre. Absolument. D'abord, vous précisez qu'ACC est une assez jeune entreprise, puisqu'on vient de fêter nos 5 ans d'existence, ce qui dans le monde de l'industrie évidemment est très jeune. D'abord, on a été créé par la volonté de 2 actionnaires, Saft d'un côté, qui est une filiale de Total Energy, bien connue dans le monde des batteries, et aussi Stellantis, qui à l'époque s'appelait PSA, et qui tous les deux se sont dit, pour électrifier nos gammes de véhicules, il faut qu'on puisse
se reposer sur une filière d'approvisionnement qui soit européenne et non plus asiatique, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette volonté industrielle a rencontré une volonté politique, puisque la région des Hauts-de-France a été extrêmement motrice dans le fait d'attirer des projets comme le nôtre, pour créer ce qu'on a depuis conceptualisé comme la vallée de la batterie. Et donc on a été, nous, ACC, la première gigafactory à s'installer dans les Hauts-de-France pour fabriquer les premières batteries made in France, voire même made in Hauts-de-France. D'accord. Et en plus, vous voisinez, si j'ose dire, avec l'autre projet de Nissan et de Renault, si j'ai bien lu. Alors Renault et Nissan ne sont pas nos clients ni nos actionnaires. Nous, on fabrique des batteries qui sont vendues à Stellantis, puis bientôt à Mercedes. Okay. Mais effectivement, le projet que vous citez est un des projets de cette vallée de l'électrique, qui en compte d'ailleurs 4 autres. Alors, il y a une tradition évidemment industrielle, économique très importante. Il y a aussi une tradition culturelle que citait Xavier Bertrand tout à l'heure. Moi, je me rappelle avoir vu Jean-Louis Borloo parlant de la renaissance de Valenciennes par le musée l'Annexe Pompidou faite par des Japonais. Est-ce qu'on peut aussi parler de ce volet de l'économie des Hauts-de-France, peut-être plus touristique, plus axé sur les services? Est-ce que le Japon ou la Corée ou l'Asie peuvent devenir aussi un courant touristique dans la région, apporteur de devises et d'activités? D'abord, on sent bien que dans toutes les rencontres qu'on peut faire avec nos interlocuteurs japonais, la question qu'on ait aussi une histoire très riche et une culture aussi dont on est fier, ça compte beaucoup pour eux et on se retrouve sur ces sujets-là. Et alors aujourd'hui, par exemple, nous avons des flux touristiques japonais encore insuffisants, mais si je vous prends un exemple, le Louvre-Lens qui est une belle référence en termes de démocratisation culturelle et qui est une des locomotives, il y en a beaucoup dans notre région en matière culturelle. C'est d'ailleurs une création de l'agence Sanaa, une agence japonaise d'architecture qui fait le succès d'ailleurs et qui vient complètement mettre en œuvre la muséographie qui a été choisie pour le Louvre-Lens. C'est 2 visiteurs japonais par jour au Louvre-Lens. Ça peut être plus, mais ça veut dire que nous sommes déjà repérés avec notamment un point d'arrêt dans les Hauts-de-France des circuits des touristes japonais, parce que ça correspond aussi à une géographie très opportune. C'est-à-dire que la région de France, c'est la région qui rassemble Londres, Bruxelles et Paris. J'ai coutume de dire à mes interlocuteurs internationaux ici au Japon, quand vous arrivez à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, pour aller à Paris, en sortant de l'aéroport, vous tournez à gauche, et si vous tournez à droite, eh bien, vous êtes déjà dans la région de France. C'est donc à nous aussi de faire connaître davantage encore la région de France, dans sa capacité aussi à offrir une diversité de paysages, beaucoup de patrimoine historique, naturel, des vraies traditions au bassin minier. Vous l'avez dit, des grands musées comme aussi le musée de la piscine à Roubaix, ou le Louvre-Lens et les châteaux du Valois. Il y a une diversité. On est là avec Jean-Philippe Gold, qui est le directeur de Hauts-de-France Tourisme, pour pouvoir aussi aller à la rencontre de tour opérateurs japonais et faire connaître la richesse de l'offre touristique des Hauts-de-France. Est-ce que vous voyez aussi le Japon comme un marché, enfin, qu'il faut plus prospecter pour les entreprises sur votre territoire? Moi, je me rappelle de Ankama, je crois, il est né à Roubaix, et qui était très très fan, qui avait beaucoup investi au Japon il y a quelques années, qui reste présent ici. Est-ce que vous sentez une appétence pour des entreprises des Hauts-de-France pour le Japon, et que pouvez-vous faire, vous, à votre niveau, pour les soutenir? On l'a vu déjà quand on a fait un premier bilan de la mission que nous avions eue l'année dernière, en novembre 2024. On a fait un petit bilan quelques semaines après, et déjà plusieurs entreprises nous ont dit, grâce à cette mission, on a eu les bons contacts avec les bonnes personnes, et finalement, pour un marché qu'on perçoit parfois un peu difficile d'accès, le fait d'être venu, j'allais dire, avec un collectif, l'accompagnement de l'ambassade, l'accompagnement de Business France, ça a permis de faire gagner beaucoup de temps aussi pour pouvoir accélérer certaines procédures, pour être dans les bonnes mises en relation. Et c'est ce qu'on essaye de faire, évidemment, en allant régulièrement au Japon avec des délégations de la région. Et puis il y a quelque chose que tout à l'heure, les conseillers du commerce extérieur de la France qu'on a rencontrés ce matin, qui sont toujours très disposés à pouvoir conseiller aussi les chefs d'entreprise qui sont dans notre délégation. On dit quelque chose d'assez vrai, c'est que quand une entreprise finalement française a réussi à s'implanter, à se développer au Japon, quelque part,
dans ce contexte où chacun sait que c'est un marché qui est intéressant mais d'accès difficile, une fois que c'est fait, ça a beaucoup de valeur aussi pour les partenaires, y compris à la maison, qui considèrent que ça a donné une valeur supplémentaire quelque part, qui est au-delà de la valeur comptable. Et je voudrais que cette réflexion-là, de se dire que une fois qu'on est en confiance avec le marché japonais, qu'on a des interlocuteurs, quelque part on a prouvé aussi sa valeur et que ça compte aussi dans le succès et dans la réputation de l'entreprise en question. Donc effectivement, nous, c'est un marché sur lequel on cherche à investir, on cherche à se développer, et on a bien vu que nous sommes aussi dans une culture où le lien de confiance est important. Il faut pouvoir venir, revenir, prouver qu'il y a un vrai intérêt. Et c'est le sens aussi de ces visites régulières. Et tout à l'heure, Xavier Bertrand a annoncé que de nouveau, en 2026, la région Hauts-de-France sera au Japon. Quand on est comme vous dans la transition électrique, j'imagine qu'être en Europe, qu'il y a cette barrière, si je ne m'abuse, de 2035, est vue par notamment les Japonais, et notamment Toyota, parce que je le sais parce qu'ils en parlent publiquement, comme une barrière très dure à franchir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Comment on contourne cet obstacle, ou est-ce qu'on se place premier justement dans la transition en disant de toute façon tout le monde y viendra? Comment on convainc un Toyota, un Honda, un Mitsubishi ou d'autres, ou des Coréens de faire un pari européen sur une transition si brutale en fait? Alors, je ne parlerai pas de barrière, si vous me permettez. Je pense qu'on est plutôt sur une opportunité. Et je pense que tous les constructeurs automobiles reconnaissent que finalement le meilleur moyen de décarboner la mobilité individuelle, c'est quand même de basculer vers l'électrique. Ça, je pense que ça fait consensus. La question qui anime un petit peu plus les constructeurs aujourd'hui, y compris les Européens, voilà, c'est quelle est la trajectoire, jusqu'à quel point c'est contraignant, est-ce que 2035 est un point de non-retour, etc. Et ça, là, on est dans la politique européenne dans laquelle moi je rentre pas. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans le bon sens. Bien sûr, on y viendra. C'est le sens de l'histoire. Si on veut décarboner les transports, il faut forcément basculer vers des solutions électriques. Et nous, on amène une solution, une partie de la solution à ce grand challenge, à ce grand défi industriel qu'est l'électrification de la mobilité individuelle. Et on est en contact avec absolument tous les constructeurs automobiles, y compris des constructeurs japonais, que je ne citerai pas, et qui sont tous, bien sûr, préparés depuis maintenant des années à cette transition. Alors, 2035, c'est peut-être brutal, on verra, mais il faut aussi se donner un cap. Je pense que le politique est dans son rôle quand il dit, voilà, on a besoin d'aller dans cette direction, et nous, on fait en sorte d'amener des solutions techniques à cette bascule qui va être spectaculaire. Et quand vous regardez, parce que j'ai fait un article récemment là-dessus, mais vous regardez la vitesse du marché chinois, par exemple, et d'autres marchés, vous vous dites que l'Europe est à la bonne vitesse, qu'elle devrait aller plus vite sur le plan industriel, Alors, le marché chinois, il y a tout ce qui est hybride, donc c'est toujours un peu truc, mais ça reste une vitesse. Je crois qu'il y a eu plus de voitures électriques vendues l'an dernier que les 7 années d'avant en Chine. Enfin, c'est des ordres de grandeur assez fous. Vous vous dites que l'Europe doit aller plus vite, moins vite. Enfin, moins vite, non, mais. En fait, l'Europe est, j'allais dire, a amorcé le mouvement, ce qui est déjà une très très grande révolution. La Chine, finalement, a amorcé le virage de l'électrique il y a 15 ou 20 ans, partant du principe que, j'allais dire, la guerre commerciale sur les véhicules dits classiques, oui. Les véhicules thermiques exactement, était perdue. Donc les Chinois ont très très vite basculé sur l'électrique en disant de toute façon ce combat-là, combat du thermique, on l'a perdu, on va gagner sur l'électrique. Bon, il s'avère que ce qu'on vient de se dire sur la volonté politique sur l'électrique en Europe fait que les Chinois ont a posteriori eu raison de faire ce pari. On est en train de se rendre compte qu'il faut très très vite les rattraper. On a 20 ans de retard. Puisqu'ils exportent leurs véhicules en Europe maintenant. Absolument. On a 20 ans de retard, mais on rattrape le retard extrêmement vite. Je disais qu'ACC a 5 ans d'existence. En 5 ans, on a déjà comblé une bonne partie du retard. Alors pas les 20 ans, on n'est pas des super-héros, mais enfin une partie de cet écart. Donc le combat n'est pas perdu d'avance. Et tout ça va finir par se rejoindre. Oui, on s'est fixé des étapes. Nous, on est la première entreprise de batterie à livrer des vraies voitures que vous pouvez acheter dans des vraies concessions, enfin des vraies batteries pour des vraies voitures que vous pouvez acheter dans des concessions. Il y a encore 5 ans, c'était pas possible. Donc on a déjà franchi cette première étape. On a des autres projets qui vont se développer dans les Hauts-de-France, et ensemble, on amènera vraiment une alternative à cette mainmise asiatique qui est aujourd'hui presque totale.
Peut-être une dernière question qui est à la fois accessoire et importante, c'est la valeur du yen et de l'euro. Avec un euro très fort et un yen très faible, quand on est investisseur japonais ou quand on veut investir de France au Japon, comment on gère le change, comment on gère ces monnaies qui font qu'un investissement tout de suite, par exemple par rapport au Covid, le yen a peut-être perdu 35% de sa valeur. Donc pour un touriste japonais, pour un investisseur, la somme à investir dans les Hauts-de-France ou ailleurs en Europe est très élevée. Par contre, les revenus sont très élevés. Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans les discussions? Écoutez, Pas vraiment? pas du tout. Pas du tout. Pas du D'accord. tout. Et je pense qu'en fait, la question de la qualité, de la solidité en fait, de ce qui est proposé l'emporte d'assez loin. Mais cette question de la conversion Pas si importante. n'intervient pas dans nos discussions. Et j'imagine que le Hauts-de-France, vous l'avez un peu dit, sa géographie est un de ses grands atouts pour des investisseurs asiatiques qui souvent voyaient l'Europe même depuis la Grande-Bretagne, mais qui ne voyaient pas le caractère central de la France ou des Hauts-de-France. Très clairement, nous, on a aussi joué la carte du post-Brexit. D'accord. On a effectivement, pour une bonne partie de l'investissement international jusqu'alors, été en concurrence forte avec le Royaume-Uni tout proche, qui accueillait, alors ça valait pour notamment tous les investisseurs américains. Les Américains, c'est l'investissement international premier dans notre région, mais ça valait aussi pour les autres investisseurs internationaux. Et aujourd'hui, finalement, notre géographie qui nous plaçait déjà dans ce carrefour que j'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, elle fait de la région de France la première région dans le marché intérieur, la plus proche de ceux qui ont choisi de se mettre en dehors du marché intérieur. Et donc, c'est une force qui est très importante. On a des entreprises internationales qui vont conserver parfois ou qui ont depuis longtemps des équipes qui sont basées à Londres, qui ne souhaitent pas investir trop loin de Londres pour pas être trop loin de leurs propres équipes. Et c'est vrai qu'à Lille, on est à 1h25 de Londres. Donc c'est une carte maîtresse pour nous. Et à quoi? 3 quarts d'heure de Bruxelles? On est à 38 minutes de Bruxelles et à 1 heure de Paris. Donc c'est un choix très très important de pouvoir mettre en avant aussi cette géographie. Mais on a choisi aussi d'aller plus loin que cette géographie-là, avec la question de ces contrats d'implantation qui est très rassurante pour les investisseurs internationaux, puis la question de l'énergie. On est dans la région qui accueille la plus importante centrale nucléaire d'Europe, à Gravelines. On a beaucoup développé aussi les renouvelables, alors peut-être trop sur certains d'entre eux, sur l'éolien. On est aussi engagé sur du solaire. Et donc en fait, la question de l'énergie, c'est aussi une question clé pour les investisseurs qui viennent. On a évoqué tout à l'heure l'IA avec notamment la grande consommation énergétique des data centers qui y sont liés. Nous avons cette capacité de donner de la sérénité finalement à nos investisseurs qui sont dans le marché intérieur, qui sont très connectés. On a des lignes logistiques qui ont été développées pour justement tirer parti de cette géographie, et puis cette volonté de réunir les acteurs publics qui vont pouvoir accompagner les projets privés. Tout ceci, ça rassure beaucoup, et ça explique en partie cette transformation complète d'une région qui finalement était une région qui était un peu à la traîne, il y a encore une quinzaine d'années, et qui est une région qui est gagnante aujourd'hui. Et vous avez l'impression, vous répondez si vous voulez, mais que l'État national devrait faire plus pour attirer les investisseurs. Moi, je dis ça parce que il m'arrive de discuter avec des gens, des GAFAM, etc., et qui disent quand il y a des gros projets, on va en Espagne, on va en Allemagne, mais on n'a pas l'oreille qu'on souhaiterait avoir à Paris. C'est le sentiment que vous avez ou En fait, vraiment, quand on travaille sur des implantations dans la région de France, il n'y a pas de clivage politique qui entre en ligne de compte. Non, mais c'est pas ma question. Est-ce qu'il y a un clivage local, national? Est-ce que et on est rassemblés. D'accord. Et on est rassemblés. Et donc, on a des très très bonnes relations. Alors, avec Business France Opérateur, on est une des deux régions à avoir une vraie convention de partenariat qui est structurée. Donc,
on évoquait beaucoup de régions tout à l'heure qui se déplacent. Nous avons un travail qui est conventionné avec Business France pour une présence sur les salons internationaux, pour un accompagnement dans les déplacements de délégations comme celle qu'on emmène ici au Japon. Ça fait une grosse différence. Et donc, non, au contraire, on joue en équipe. Et d'ailleurs, ça amène Xavier Bertrand à reprendre le slogan de Choose France pour Choose Haute France. Choose Haute France. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour votre visite et puis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Merci. Merci.